tous guérir, y compris Louis Fabry, le premier atteint. Alors là, nous allons passer à l'année 1922. Nous avons voulu quand même vous donner un écho de la vie spirituelle, si j'ose dire, ou religieuse de Thérèse, qui participait avec beaucoup de passion à tous les événements de ce pays, que ce soit les vêpres, les processions, les fêtes locales, etc. Mais il y avait surtout une fameuse procession qui se passait à Estaing, et qui était rituelle et qui faisait une grande place dans la vie locale. Et nous avons voulu vous raconter le récit qu'elle en fait dans ses souvenirs, et un récit si enthousiaste et détaillé qu'on peut n'en citer que l'essentiel, parce qu'il y a des pages et des pages de tout ce qu'elle voit, de tout ce qu'elle admire, des processions infatigables qui animent ce lieu. Ce fut cette fois par une matinée radieuse que le samedi 1er juillet, nous reprîmes la route de Gabriac, Pionac, Espalion, faisant à pied comme d'habitude une grande partie de la route. D'Espalion à Saint-Côme, la route toute plantée d'arbres ressemble à une promenade, suivant tout le temps le cours du Lot, pas très large encore, car il n'est pas loin de sa source, mais beau pourtant déjà. Dès la grande messe terminée, nous nous rendîmes vite sur le quai du Lot, car c'est le meilleur endroit pour voir la procession. Puis, et c'est le plus beau, toutes les autorités religieuses de la famille d'Estaing, qui a donné à la région, et même le plus loin, bon nombre d'évêques. Ils se défilent tous, portant chacun à la main un étendard avec leur nom, le siège de leur évêché et la date, comme par exemple François d'Estaing, évêque de Rodez en, Pierre d'Estaing, évêque de Clermont en, Pierre d'Estaing, évêque d'Angoulême. Ceci est vraiment très intéressant et très curieux. Cette petite cité, rappelant et conservant ainsi le souvenir de la famille qui l'a illustrée et qui malheureusement n'existe plus. Le dernier descendant de l'amiral d'Estaing se mit du parti des Girondins à la Grande Révolution, ce qui ne l'empêcha pas de laisser sa tête sur l'échafaud. Un des évêques d'Estaing fut un des dons d'Aubrac les plus célèbres. Il dut faire beaucoup de constructions ou arrangements aux bourrines, attendu que ces armes sont partout. Nous les avons fait fidèlement respecter, d'autant que les fleurs de lys nous en sont chères et que nous en aimons la devise. Tout pour elles, tout par elles. Nous étions sur le quai, au premier rang, pour tout voir, même à 2 reprises, car la procession va jusqu'à une statue de la Vierge à l'entrée du village, sur la route d'Espalion, puis revient sur ses pas pour se diriger du côté opposé à une chapelle, dédiée aux saints, où se font d'assez longues prières. Tour à tour, évêques, pèlerins, pénitents, vierges viennent saluer le saint. Le Te Deum s'entonne alors, on remonte à l'église et chacun se retire vraiment charmé. Le dernier extrait que nous vous lirons date du 6 juin 1925. Il se situe tout à fait à la fin des cahiers des souvenirs de Thérèse, qui s'achève le 14 juillet de cette même année. Elle ne décédera que 8 ans après, mais nous n'avons pas trace d'écrits postérieurs à 1925. Et cet extrait concerne la mort accidentelle du maître berger Delfieux. Nous étions donc partis le mardi soir 2 juin de Poitiers, arrivés le mercredi à midi. Le jeudi, nous recevions la visite de mademoiselle Vidier et allions ensemble faire une visite au bon curé de Gabriac et à son excellente sœur. Le samedi matin, vers 7h30, je faisais mes prières. Théodore entra et me dit « Delfieux, le maître berger est mort. On vient de venir le dire. »« Comment » m'écriai-je. « Mais hier, il allait très bien. On l'a trouvé mort dans un fossé près de Gabriac. Un accident sans doute. » J'étais consternée lorsque madame Fabry entra me confirmer cet événement. Elle était consternée elle-même. Il paraît que les soirs de clair de lune, ce pauvre homme se rendait souvent chez lui à bicyclette et revenait le lendemain matin, à la première heure, pour la traite des brebis. Ainsi, il avait dû faire la veille, se rendant donc à sa demeure au village de Sainte-Afrique-du-Cos, à 3/4 d'heure de Gabriac. Reparti de bonne heure le matin. L'accident survenu à la sortie de ce dernier village, on n'a jamais su comment. L'avait projeté dans un fossé, la face contre terre. Le fossoyeur passant vers 4h30 pour aller au cimetière, le trouva mort ainsi. Il courut prévenir le maire, qui accourut et trouva notre pauvre berger déjà froid.
Il le fit transporter dans la grange, toute voisine, et envoya nous prévenir d'ailleurs, hélas. Nous n'avons rien à faire. Cette mort s'étant passée loin de chez nous, pas même dans notre commune, ni notre canton. On le rapporta chez lui, d'après les ordres de l'excellent maire, M. Anglade. Il s'occupa de tout avec beaucoup de soin et d'intelligence. Il fit prévenir la pauvre veuve par le curé. L'enterrement eut lieu dès le lendemain, dimanche. Je m'y rendis avec Méniche. Je portais une grande croix, avec dessus un beau Christ. Madame Fabry suivait dans la jardinière avec lui. Il faisait une belle après-midi printanière, et la route jusqu'à ce petit village perdu dans une petite vallée de montagne, et tout à fait charmante. Nous nous rendîmes de suite à la maison de la pauvre veuve, prier auprès de ce pauvre cercueil tout blanc, garni de quelques fleurs et d'un beau chapelet de lourdes. On y posa mon beau Christ. Je fis tout ce que ma foi et mon cœur m'inspirèrent, pour montrer à la malheureuse femme ma compassion, et tâcher de lui donner du courage. Le pauvre petit de 12 ans pleurait aussi. Peu à peu, la chambre se remplit de parents et d'amis. Le curé arriva, fit les prières, et le cortège se mit en marche. Méniche en tête avec les hommes, moi avec les femmes. Tout le petit village était là. Ce qui est intéressant, c'est de mettre en relation le récit de la mort de ce pauvre Delfieux et le récit qu'a fait tout à l'heure François de l'aventure du petit berger qui faillit mourir de froid dans une forêt tout près des Bourrines. En fait, ces deux personnages étaient partis voir leur famille. Et on montre bien qu'à cette époque, il n'y avait pas tellement de vacances, et que les gens avaient quand même très hâte de pouvoir avoir des contacts avec les leurs, et qu'ils prenaient des risques. Le berger a pris des risques et il en est mort, et le petit berger a pris des risques, il s'en est sauvé, mais de peu. Donc c'est intéressant de mettre en relation ces deux événements. Pour terminer sur l'histoire du petit berger, nous avons choisi quelques extraits où il raconte, il donne sa vision de ce que sont les bourrines pour lui. C'est donc les bourrines à partir de son regard à lui, et qui donne un écho évidemment très différent de celui que donne Thérèse. Un autre point de vue, le voici. Avec ses 700 hectares, dont la moitié cultivable, c'était un véritable village, tout groupé autour du château féodal, avec ses remparts, son donjon, son ancien pont-levis, avec ses 2 tours de défense d'entrée. C'était une ancienne ville mérovingienne. Donc, il faut dire que tout se passait à cette époque presque comme au Moyen-Âge. Coutumes, train de vie, etc. Les bourrines appartenaient à la comtesse Aubaré, qui passait la plupart du temps au château avec son fils célibataire, le comte. On l'appelait le bossu. Il était en effet. Ils vivaient tous les deux en reclus. Ils sortaient rarement, parfois en calèche, de 2 chevaux, parfois en voiture couverte frappée de la couronne du comte 7 perles. On pouvait les voir quelquefois, mais rarement, dans les allées du parc, à pied. La comtesse avec son ombrelle et le comte sa canne à pommeau d'argent. Tous les dimanches, donc, toute la ferme était réunie à la messe dans la chapelle. Le comte et son frère, ainsi que madame la comtesse, assistaient à l'office de la tribune fermée et seulement visible par la tête qui s'apercevait derrière le guichet. Seul le prêtre et nous, enfants de cœur, nous les voyions de près lors de la communion que nous leur portions sur place à la tribune. Nous arrivons à la fin de notre exposé et de ce que nous voulions, ce que nous avons choisi pour vous faire partager les souvenirs de Thérèse et peut-être vous avoir fait un peu percevoir sa personnalité, celle de, on pourrait dire ses 2 personnalités, parce qu'il y a les extraits qui concernent la jeunesse qui sont pleins de fraîcheur, de découverte et de gaieté. Tandis que par la suite, elle est très, d'abord elle est frappée par son veuvage et puis par les événements de sa famille, et elle plonge un peu dans une forme de
de religiosité un peu étouffante. Toutefois, il nous semble que Fanny et Thérèse, très différentes l'une de l'autre, ont forcément énormément marqué ce lieu. Ce qui nous a frappé d'ailleurs brusquement ce soir, lorsque nous travaillons ces textes, c'est de voir que les bourrines ont été marquées par des femmes, en fait, très fortement, et que par la suite, c'est encore des femmes qui ont pris la suite, puisque ce sont nous, des cousines, nous-mêmes, ma sœur et moi, qui avons choisi d'éditer la vie de Thérèse, et qu'ainsi se perpétue par les femmes une certaine tradition. Juste dire quelque chose, c'est qu'en plus Fanny avait malheureusement de terribles migraines, et c'est un héritage qui a aussi perpétué à travers la famille. Et beaucoup de femmes de notre famille sont aussi migraineuses que la grand-mère Fanny. C'est un cadeau qu'elle nous a fait, donc on serait bien passé. Si on est dans les transmissions, on pourrait dire aussi que le caractère vigoureux de Thérèse s'est transmis aux générations suivantes, parce que c'était une femme relativement autoritaire. Alors, il est évident que elles ont quand même des points communs, cette fille et cette mère, il va-t-il sembler. C'est leur amour des bourrines, leur amour de la nature, leur intérêt pour les gens, avec évidemment un aspect extrêmement paternaliste dû à l'époque, mais qui, je crois, le dissimule, mais manifeste aussi un véritable intérêt, un véritable attachement à la fois aux gens, à la terre, et je pense qu'il n'y avait pas de... Il y avait certainement la très haute conscience d'une différence sociale, mais il n'y avait aucun mépris, il y avait une recherche un peu humaine de fraternité tout de même. Alors pour nous qui n'avons pas connu les bourrines, enfin ma sœur y a fait un bref séjour quand elle était enfant, mais malgré tout dans la famille, il y avait un mythe autour de la grand-mère Thérèse, qui avait une personnalité très forte, qui avait gardé son autorité sur la famille et qu'elle maintenait d'autant plus qu'elle avait de l'argent. Et ensuite, il y avait ce mythe des bourrines, dont on parlait comme d'un lieu extraordinaire, dont on avait quelques photos. Et c'est à la suite de la découverte de ces mémoires que nous avons été plusieurs à vouloir faire connaissance avec ce lieu. Nous sommes arrivés ici, nous avons découvert la commune gothique, nous avons découvert le comité, le syndicat d'initiative, le comité du tourisme, et puis que nous avons pu admirer tous les travaux de réflexion qui avaient été faits. Et comme me disait ma sœur en début, nous avons de l'affection et de l'amitié à la fois pour le lieu et surtout pour les gens qui le peuplent et qui le mettent en valeur. Voilà, je vous remercie, nous vous remercions de nous avoir écoutés. Et si vous désirez poser quelques questions, quelques précisions, bien sûr,